Ma mère m'a dit, ne viens pas à la maison. J'ai passé Thanksgiving seul, et les inconnus à la table d'à côté sont devenus ma vraie famille. 5 ans plus tard, ils ont été présentés à mon mariage comme étant les parents de la mariée. Je m'appelle Elena, j'ai 32 ans aujourd'hui, ce qui signifie que j'ai eu assez de temps pour voir ma vie en deux moitiés distinctes. D'un côté, les années passées à essayer de me faire une place, au sein d'une famille qui me traitait comme un inconvénient. De l'autre, les années qui ont suivi, après avoir enfin cessé de supplier. Les gens pensent que le déchirement amoureux se résume à une dispute bruyante, à une porte claquée, ou à une goutte d'eau dramatique qui fait déborder le vase. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est simplement votre mère, vous appelant 3 jours avant Thanksgiving, et prononçant cette mot si calmement, qu'il tombe sur vous comme un verdict, ne viens pas à la maison cette année. Victoria ne veut pas d'histoire, pas d'explication, pas d'excuses, pas même une pause assez longue pour prétendre qu'elle se soucie de l'effet que cela me ferait. Juste une décision propre, froide, qui a effacé 27 années passées à essayer d'appartenir à ce groupe. Je me souviens exactement d'où j'étais quand elle a dit cela. Parce que, quand quelque chose change votre vie, les détails se tatouent en vous. C'était le 21 novembre, en fin d'après-midi, et il faisait déjà nuit de cette façon précoce propre à l'hiver de Boston, où même les lampadaires semblent fatigués. J'étais dans mon minuscule studio, le genre d'endroit où la cuisine n'est qu'une bande de comptoirs, et où le lit est toujours en vue, peu importe où l'on se trouve. Ma valise était ouverte sur le lit, à moitié pleine, et je ne cessais de déplacer les mêmes pulls d'un côté à l'autre, comme si je pouvais réorganiser mes sentiments pour en faire quelque chose de gérable. Une bougie à la citrouille brûlait sur le rebord de la fenêtre, le genre bon marché qui sent la cannelle, le sucre, et les vœux pieux. Je l'avais allumée parce que je voulais que l'air sente le réconfort, le foyer, et tout ce que je continuais à prétendre que ma famille pourrait être. Mon billet d'avion pour le Connecticut était déjà imprimé, glissé dans mon portefeuille, non remboursable, et j'avais même acheté ces petits articles de toilette de voyage, parce que j'étais le genre de personne qui se préparait encore pour des gens, qui eux, ne se préparaient jamais pour moi. Quand mon téléphone s'est éclairé avec le nom de maman, j'ai souri avant de répondre. C'est la partie humiliante. Cette façon qu'a l'espoir de survivre, même après avoir été puni pendant des années. J'ai décroché et j'ai dit, « Salut maman, j'allais justement. » Elle m'a coupé la parole si vite que j'ai eu l'impression d'avoir une main sur la bouche. Tori. Sa voix était plate, dure. Je dois te dire quelque chose. Mon estomac s'est noué. Ce ton n'était jamais porteur de bonnes nouvelles. J'ai demandé si papa allait bien, car mon cerveau passait en revue les urgences médicales, avant de pouvoir accepter ce qu'elle était réellement en train de faire. Ton père va bien, a-t-elle dit. Et puis, il y a eu cette pause, comme si elle arrangeait ses mots, de la même façon que l'on dispose des meubles que l'on ne veut pas regarder de trop près. Écoute, j'ai réfléchi, et ne viens pas à la maison cette année. Au début, j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que l'incrédulité peut ressembler à un rire, quand votre esprit se démène pour vous protéger de l'humiliation. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je dit, et j'ai réellement entendu la confusion enfantine dans ma propre voix. La partie de moi qui y croyait encore pensait avoir une mère qui se reprendrait et dirait, bien sûr que je te veux ici, ma chérie. Au lieu de cela, elle a dit, Victoria ne veut pas d'histoire. Elle est à nouveau enceinte, et elle n'a pas besoin de stress. J'ai serré le téléphone plus fort. Des histoires? Quelles histoires? Je n'avais pas parlé à Victoria depuis des mois. Je n'avais pas envoyé de SMS, je n'avais pas appelé, je ne lui avais rien demandé. J'avais été silencieuse, ce qui est ce qu'ils avaient toujours voulu. C'est là que la voix de ma mère s'est faite plus tranchante. Exactement. Et gardons les choses ainsi. Tu sais comment tu es. Comment je suis, ai-je répété, et ma gorge s'est serrée si vite que cela m'a surprise. Maman, j'ai littéralement demandé, l'année dernière, pourquoi je n'avais pas été invitée à sa fête prénatale. Ce n'est pas faire des histoires. C'est poser une question. Ma mère a ricané, comme si j'avais prouvé son point de vue. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Tu ramènes toujours tout à toi. Je suis resté là, pétrifié, fixant par la fenêtre un ciel qui ressemblait à du béton mouillé. 27 ans. Et ma mère me disait que je ne pouvais pas venir à Thanksgiving, parce qu'une fois, j'avais demandé pourquoi ma sœur m'avait exclu. J'ai dit, maman, j'ai déjà acheté mon billet. Elle a répondu, alors fais-toi rembourser.
Victoria est enceinte, elle n'a pas besoin de stress. Tu comprends? Et puis, elle a raccroché. La ligne a coupé si proprement que c'en était presque impressionnant. J'ai fixé mon téléphone, de la manière dont on fixe quelque chose qui vous a trahi. J'ai écouté le radiateur cliqueter et siffler, ce bruit métallique et fatigué qui précède toujours la chaleur, comme si le bâtiment promettait un confort qu'il ne livrait jamais tout à fait. J'ai regardé la flamme de la bougie vaciller, brillante et têtue, dans une fenêtre pleine d'obscurité. Et quelque chose dans ma poitrine n'a pas explosé. Cela n'a même pas craqué. C'est devenu silencieux, comme si la dernière petite partie de moi qui gardait espoir, s'était enfin assise et refusait de se relever. Je me suis assise sur le bord de mon lit, avec ce billet d'avion inutile dans mon portefeuille, et j'ai senti les souvenirs m'envahir. Pas comme un montage soigné, mais comme une couverture lourde qui retombait sur moi, familière, pratiquée. Mon 16e anniversaire, je l'avais prévu depuis des mois. Rien d'extravagant, juste du bowling et un gâteau avec 3 amis. Mais cela comptait pour moi, car c'était censé être mon moment. Ma mère avait promis, de cette façon désinvolte qu'elle avait de faire des promesses qu'elle ne comptait pas tenir, que nous irions, que ce serait amusant, et que je pourrais enfin me sentir comme une adolescente normale. Le matin de mon anniversaire, Victoria a appelé en pleurant parce qu'elle avait échoué à son examen final de calcul, et qu'elle avait besoin de soutien émotionnel. Ma mère a annulé ma fête, sans même me regarder dans les yeux. Nous avons passé la journée à consoler ma sœur, pendant que mes amis m'envoyaient des SMS pour demander l'heure du rendez-vous, et je tapais mensonge après mensonge, jusqu'à ce que je cesse de répondre. Quand j'ai pleuré, ma mère m'a dit, ne sois pas dramatique, Tori. Ta sœur a plus besoin de nous en ce moment. Tu pourras fêter ça le week-end prochain. Nous ne l'avons jamais fait. Il y avait eu aussi l'exposition d'art de ma dernière année de lycée, quand mon œuvre avait été choisie pour être accrochée dans le hall d'entrée. C'était un portrait au fusain sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines, les mains tachées de noir, des miettes de gomme partout, les doigts endoloris par la pression d'essayer de créer quelque chose de vrai. Mon professeur m'avait dit, de cette voix encourageante que les adultes utilisent quand ils pensent que vous ne l'entendez pas souvent, tu as un vrai talent. J'ai invité mes parents. Ma mère a dit qu'elle essaierait de venir. Ce soir-là, je suis resté debout près de mon cadre, un gobelet de punch en plastique tiédissant dans mes mains, pendant que les parents des autres enfants prenaient des photos, les serraient dans leurs bras et leur disaient qu'ils étaient fiers. Mes parents ne sont jamais venus. Quand j'ai appelé plus tard, ma mère a dit que Victoria avait mal à la tête et avait besoin d'elle. Comme si cela expliquait tout. Puis la remise des diplômes universitaires, après 4 ans d'études tardives, de petits boulots, de ramène bon marché, à prier pour que ma voiture démarre, et à me promettre qu'une fois diplômé, peut-être, il me verrait enfin. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, la première de ma famille. Je me souviens d'être resté là, dans ma robe de diplômé, le cœur battant, cherchant les visages de mes parents dans la foule. Leur siège était vide. Ils sont arrivés avec 2 heures de retard, de manière décontractée, comme s'ils arrivaient à un film dont le début ne les dérangeait pas de rater. Victoria avait un examen prénatal de routine, et ils ont dit que cela ne pouvait pas être décalé. Ma mère m'a serré le bras et a dit, tu comprends, ma chérie. Le bébé de ta sœur est plus important qu'une cérémonie. Plus important que moi, c'est ce qu'elle voulait dire. C'était toujours ce qu'elle voulait dire. J'ai appris tôt que se plaindre ne faisait qu'empirer les choses. Si je pleurais, j'étais sensible. Si je demandais pourquoi, je ramenais tout à moi-même. Si j'essayais d'expliquer ce que je ressentais, je déclenchais des histoires. Alors, je me suis adapté. Je suis devenue plus petite, plus silencieuse, plus facile. J'ai appris à ravaler les mots tranchants qui montaient dans ma gorge. J'ai appris à sourire aux annonces de ma sœur, tandis que mes propres étapes passaient inaperçues. J'ai appris à être le genre de fille qui ne demandait rien, parce que demander quelque chose signifiait être punie pour cela. Et assise là, à 27 ans, dans un appartement froid, avec un billet que je ne pouvais pas me faire rembourser, et une bougie qui sentait des vacances auxquelles je n'avais pas droit, j'ai enfin réalisé la vérité. Il n'y avait aucune quantité de discrétion, aucun effort pour devenir invisible, qui serait jamais suffisant pour gagner leur amour. J'ai quand même appelé mon père, parce que la petite fille en moi croyait encore que, peut-être, il me choisirait, si je lui en donnais la chance. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde. « Salut fiston », a-t-il dit, prudent,
comme s'il savait déjà ce que j'allais demander, et qu'il voulait garder les mains propres. J'ai demandé, est-ce que maman t'a dit? Il y a eu une pause si longue que je pouvais entendre la télévision en arrière-plan. Du football, probablement. Le rugissement constant d'une foule qui ressemblait à une vie se déroulant sans moi. Elle l'a mentionné, a-t-il dit. Et tu es d'accord avec ça, ai-je demandé. Tu ne penses pas que je devrais avoir le droit d'être à Thanksgiving avec ma propre famille? Nouvelle pause, plus longue encore. Tu sais comment est ta mère, a-t-il dit. Elle essaie juste de maintenir la paix en m'excluant, ai-je dit, et ma voix a craqué, bien que j'ai essayé de rester ferme. Alors à quoi ça ressemble, papa? Dis-le-moi. Parce que de là où je suis, on dirait que tu choisis encore Victoria plutôt que moi. À nouveau, le silence. Je pouvais presque le voir dans son fauteuil inclinable, se frottant le front, comme il le faisait quand il voulait disparaître face au conflit. J'ai demandé très doucement, est-ce que tu me veux là? Et le silence qui a suivi a été la chose la plus bruyante qu'il m'ait jamais dite. Finalement, il s'est raclé la gorge et a dit, je pense qu'il vaut mieux que tu écoutes ta mère cette année. Quelque chose en moi s'est vidé si proprement que cela m'a fait peur. Pas de tristesse, pas de rage, juste une absence totale. J'ai dit, d'accord. Il a commencé à dire, Tori, ne sois pas comme ça, et je lui ai coupé la parole. J'ai dit, d'accord. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Ni ce soir-là, ni le lendemain, jamais pour dire je suis désolé, ou ce n'est pas juste, ou viens quand même, je m'en occupe. Alors que le soleil se couchait, et que les ombres s'étiraient sur le sol de mon studio, j'ai réalisé que mon père avait eu mille occasions de me choisir, et qu'il avait choisi le silence à chaque fois. Il aimait croire qu'il était neutre, coincé au milieu, le pacificateur. Mais la neutralité est aussi un choix, et il choisissait toujours de se tenir de leur côté. Cette nuit-là, dans le calme, une autre décision s'est installée, petite mais solide, si je n'étais pas la bienvenue à leur table, je créerais la mienne. Pas immédiatement, d'une manière triomphante, pas avec des feux d'artifice. Juste, de la manière la plus simple possible, j'arrêterais de courir après eux comme si ma vie dépendait de leur approbation, parce qu'il commençait à sembler que ma vie dépendait, au contraire, de ma capacité à les laisser partir. Le jour de Thanksgiving est arrivé, gris et froid. Je me suis réveillé au son de l'arrivée de la famille de mes voisins. Des rires d'enfants, des bruits de pas au-dessus de ma tête, la chaleur étouffée de voix que je ne pouvais pas distinguer. Par les conduits d'aération arrivait l'odeur de la farce, de la dinde rôtie et du beurre, comme si l'immeuble lui-même organisait un dîner auquel je n'étais pas invité. Je me suis fait un café instantané qui avait un goût de brûlé, peu importe la quantité de crème que j'y ajoutais. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les flocons de neige tomber sur une rue vide, qui semblait avoir été abandonnée pour les vacances. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de SMS, pas même un joyeux Thanksgiving formel de la part de quiconque dans ma famille. Vers midi, j'ai commis l'erreur d'ouvrir Instagram. Et c'était là. La photo de Victoria. Mes parents, ma sœur, son mari, leur bambin dans un minuscule pull en forme de dinde, tous souriant autour d'une table à manger dans le Connecticut, comme s'ils jouaient dans une publicité pour la gratitude. La légende disait, tellement reconnaissante pour ma famille. Ce sont les personnes qui comptent le plus. J'ai zoomé et j'ai compté les couverts. Il y avait 5 chaises. 5. Pas de chaises supplémentaires. Pas de couverts vides. Pas même le moindre indice suggérant que je manquais à l'appel. Ils ne m'avaient pas seulement exclu, ils m'avaient effacé. J'ai fixé le plafond et j'ai envisagé de commander à manger et de rester au lit. C'est ce qu'ils attendaient de moi, je l'ai réalisé, que je m'effondre dans la tristesse, pour qu'ils puissent pointer du doigt et dire, vous voyez? Elle fait des histoires. Mais quelque chose en moi a refusé. Pas par dépit, mais par pur instinct de survie. J'ai mis mon manteau, fourré mes mains dans mes poches comme si je pouvais me tenir ainsi tout entière, et j'ai décidé que si je devais manger seul, je le ferais quelque part où il y avait de la vraie nourriture, de la lumière, et le son de la vie. Le Harborview Grill était l'un de ces vieux restaurants de Boston qui semblent être là depuis toujours. Du bois sombre, des ferrures en laiton, des bougies sur chaque table, des serviettes en tissu pliées en triangle parfait, comme si quelqu'un se souciait de la présentation. Plus important encore, c'était l'un des rares endroits ouverts le jour de Thanksgiving. Quand j'ai poussé la porte, la chaleur m'a frappé comme une vague.
de la dinde rôtie, du pain frais, de la cannelle, du café, le doux tintement des verres, le bourdonnement bas des conversations, et partout, des gens qui appartenaient à un endroit. Des couples penchés l'un vers l'autre, des grands-parents riant à pleine bouche, des enfants aux joues rougies par leur course entre les tables. L'hôtesse a demandé, juste une personne ce soir, avec une pitié à peine dissimulée, et j'ai forcé mon visage à rester neutre en répondant, juste une. Elle m'a conduite à une petite table pour deux dans un coin, coincée entre la porte de la cuisine et une grande famille qui avait poussé 3 tables ensemble. J'aurais pu toucher leur chaise en tendant la main. La famille à côté de moi avait tout ce que j'avais toujours désiré, sans sembler faire d'efforts. Un couple plus âgé en bout de table, fin de la soixantaine peut-être, les mains bougeant comme s'ils avaient passé leur vie à passer des plats aux gens qu'ils aimaient. Un homme d'âge mûr avec sa femme et 2 enfants. Un homme plus jeune, d'environ 30 ans, qui faisait rire tout le monde. 3 générations, une fluidité évidente, comme si l'amour était le réglage par défaut. Ils s'interrompaient affectueusement, se passaient de la nourriture sans demander, et se disputaient au sujet du football, avec le confort de gens qui savaient que la dispute se terminerait par un dessert et des embrassades. J'essayais de ne pas les fixer, mais c'était comme regarder quelqu'un d'autre respirer de l'oxygène, alors que vous êtes sous l'eau. Le serveur a apporté une corbeille de pain et un sourire crispé. Le menu spécial Thanksgiving? J'ai dit oui. Ma dinde est arrivée avec une peau dorée, de la sauce au canneberge, de la purée de pommes de terre, de la farce, de la sauce au jus de viande. Parfait. Digne d'un magazine. Je ne pouvais rien goûter. Je poussais la nourriture dans mon assiette, essayant de ne pas regarder la famille d'à côté, essayant de ne pas imaginer ma propre famille riant dans le Connecticut, se passant le plat, sans se demander une seule fois où j'étais. Et puis, au milieu de ce restaurant plein de chaleur, une vérité que j'avais évitée pendant 27 ans s'est imposée à moi avec une clarté totale. Cela n'avait rien à voir avec Thanksgiving. Cela n'avait rien à voir avec la grossesse de Victoria. Cela n'avait rien à voir avec la paix. C'était un schéma si profond qu'il avait façonné ma vie entière. J'avais passé ma vie entière à essayer de gagner une place à leur table, me pliant pour prendre moins de place, avalant mes blessures, m'excusant d'avoir des sentiments, et cela m'avait mené exactement ici, seul dans un coin, devant un repas que je ne pouvais pas savourer. Et face à une photo Instagram sans chaise vide. Les larmes sont venues avant que je ne puisse les arrêter. Je me suis tourné vers la fenêtre, j'ai pressé ma serviette sur mes yeux, essayant d'être invisible comme je l'avais toujours été. Ma chérie? Une voix de femme, chaleureuse, inquiète. Je me suis figé, puis j'ai levé les yeux. La femme plus âgée de la famille voisine se tenait près de ma table. Des cheveux argentés, des yeux bienveillants, un visage qui semblait avoir passé toute une vie à vraiment écouter. Elle me regardait comme si j'avais de l'importance. J'ai fait ce que je faisais toujours, je vais bien, ai-je dit. Ce sont juste des allergies. Elle a haussé un sourcil, sans juger, simplement avec savoir. Les allergies ne font pas pleurer les gens dans leurs serviettes le jour de Thanksgiving, a-t-elle dit. Un son est sorti de moi, à mi-chemin entre le rire et le sanglot. C'est si évident que ça? Seulement pour quelqu'un qui fait attention, a-t-elle répondu. Je m'appelle Eleanor. Je lui ai dit mon nom, Tori. Et elle l'a répété comme si c'était un nom qui valait la peine d'être retenu. Elle a jeté un coup d'œil à sa table, puis à moi, et a dit simplement, personne ne devrait manger seul en ce jour. Pourquoi ne viendrais-tu pas te joindre à nous? J'ai secoué la tête immédiatement, car dire oui me donnait l'impression de m'avancer vers l'inconnu sans armure. Oh, non, je ne pourrais pas. Je ne veux pas m'imposer. Son sourire était doux mais ferme. Tu ne t'imposes pas. C'est moi qui t'invite. Il y a une différence. Puis elle a continué comme si elle avait déjà décidé, lançant une plaisanterie sur l'humour terrible de son mari et sur son fils essayant de lancer des débats politiques. Et depuis la grande table, son mari a fait un signe de la main en criant « Elle n'acceptera pas de non comme réponse ». Croyez-moi, cela fait 43 ans et je n'ai jamais gagné une seule dispute. Le jeune homme a grincé des dents en souriant, il n'a pas tort. J'ai regardé ma dinde froide et ma table vide, puis je suis revenu aux yeux d'Eleanor, et quelque chose en moi, quelque chose qui mourait de faim, s'est penché vers sa chaleur. D'accord, m'entendis-je dire. Si vous êtes sûr? J'en suis sûr, a-t-elle dit, et elle a posé une main sur mon épaule comme si elle y avait sa place. Viens, nous venons d'ouvrir une autre bouteille de vin,
et il y a bien trop de tartes. Ils m'ont fait une place comme si j'avais toujours été là. Une chaise est apparue, une assiette m'a été tendue. Avant même que je ne puisse m'asseoir, quelqu'un a versé du vin dans un verre et a placé un petit pain chaud dans mon assiette. L'homme plus âgé s'est levé et m'a serré la main fermement. « Je suis Richard », a-t-il dit. « Voici ma femme, Eleanor. Notre fils Daniel et sa femme Sarah, leurs enfants, Emma et Lucas, et notre cadet, Marcus. » J'ai fait un geste de la main maladroit et j'ai dit merci trop de fois. Daniel a demandé ce que je faisais dans la vie, tout en me passant la purée de pommes de terre, comme si tout cela était normal, comme si j'avais ma place à cette table. Je leur ai dit que j'étais graphiste indépendante. Sarah a souri et a dit que c'était merveilleux. Emma, qui semblait avoir environ 8 ans, a annoncé fièrement qu'elle savait mieux dessiner les bonshommes allumettes que sa mère. Tout le monde a ri, pas aux dépens de quelqu'un, mais ensemble. J'ai été frappé par la différence, par la façon dont le rire pouvait être une source de chaleur, au lieu d'être une arme. Marcus a capté mon regard de l'autre côté de la table et a dit d'un air complice, juste un avertissement, « Mon père est sur le point de raconter une blague. » Richard a protesté, mais Eleanor a confirmé, « Il va le faire. » Richard a alors raconté une blague sur les dindes si mauvaise que Daniel a gémi et que les enfants ont poussé des cris de joie. Sarah a levé les yeux au ciel comme on le fait quand on a entendu la même blague 100 fois, mais qu'on aime la personne malgré tout. Et j'ai ri. Un vrai rire, le premier de la journée. Richard a levé son verre, un toast aux invités inattendus qui complètent notre table. Ils ont tous levé leur verre, et je l'ai fait aussi, et une chaleur s'est répandue dans ma poitrine, comme si mon corps se souvenait de ce que l'on ressentait en étant accueilli. Plus tard, quand le dîner s'est adouci vers cette fin lente où le café sort et où les enfants commencent à s'endormir, Eleanor s'est glissée sur la chaise à côté de moi et a demandé doucement, « Comment vas-tu, vraiment ?» Pas la version polie, mais la vraie. J'ai essayé de lui donner la réponse facile, j'ai essayé de dire que j'allais bien. Elle a pris une gorgée de vin et a dit gentiment, « Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Quelque chose dans sa constance a fait que l'honnêteté m'a semblé plus sûre que la performance. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique, du fait d'être étiqueté comme quelqu'un qui a fait des histoires ou pour avoir demandé pourquoi j'étais exclu, de la façon dont ma famille choisissait toujours Victoria. Eleanor a écouté sans m'interrompre, de la façon dont le font les gens qui écoutent vraiment, ils ne vous pressent pas vers le réconfort. Quand j'ai fini, elle m'a dit qu'elle avait passé 30 ans dans le droit de la famille. Retraitée maintenant, elle avait vu tous les types de dysfonctionnements qu'une famille pouvait fabriquer, et elle avait appris que les gens qui vous accusent de créer des histoires sont souvent ceux qui les créent eux-mêmes. Ils ont juste besoin de quelqu'un à blâmer. Puis elle a posé sa main sur la mienne et a dit clairement, fermement, comme un verdict, « Tu n'es pas le problème, Tori. Tu ne l'as jamais été. » Je ne pouvais pas parler. J'avais l'impression que quelqu'un venait enfin de nommer la vérité à haute voix, après des décennies passées à m'étouffer seul avec elle. Quand l'addition est arrivée, j'ai cherché mon portefeuille par réflexe, mais Richard m'a arrêté d'un geste, comme si l'idée l'offensait. « C'est pour nous », a-t-il dit. Considère cela comme une tradition de Thanksgiving. Dans le hall, alors que nous nous emmitouflions dans nos manteaux et que la neige tombait plus fort derrière les vitres, Eleanor a glissé une carte de couleur crème dans ma main, avec son nom, son numéro et son adresse à Brookline. « Si jamais tu as besoin de parler, a-t-elle dit, appelle-moi. Je suis sérieuse. » Richard a ajouté nonchalamment, dîner du dimanche, chaque semaine chez nous. Tu es la bienvenue quand tu veux. Marcus a hoché la tête, comme s'il était évident que je devais venir. Je suis sorti dans la neige en tenant cette carte comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile et d'impossible. Et pour la première fois de la journée, l'air froid ne m'a pas semblé être une punition. C'était juste la météo. Je suis retourné dans mon appartement ce soir-là, et j'ai posé la carte d'Eleanor sur le petit espace de comptoir qui me servait de cuisine, juste à côté d'une pile de courriers non ouverts et d'une boîte de céréales que je continuais à faire semblant de considérer comme un garde-manger. L'appartement était toujours calme, toujours petit, toujours mien dans cette solitude. Mais le calme semblait différent. Ce n'était pas le silence de celle dont on ne veut pas, c'était le silence de quelque chose qui attendait. Je n'arrêtais pas de prendre la carte et de la reposer, comme si elle risquait de disparaître si je la regardais trop longtemps. Eleanor Morrison, Brookline. Un numéro de téléphone écrit d'une encre noire et nette, comme si sa certitude pouvait être imprimée et transmise de main en main. J'ai mal dormi parce que j'étais encore en deuil, mais pour la première fois depuis des années,
j'ai aussi ressenti une étrange lueur de sécurité, comme si quelqu'un avait allumé la lumière d'un Porsche dans un quartier où je ne savais pas que j'avais le droit d'entrer. Le dimanche suivant, je n'y suis pas allé. Je me suis dit que j'étais respectueuse, que je ne voulais pas m'imposer, ni profiter d'une gentillesse de jour de fête qui n'était probablement qu'un sauvetage ponctuel. Le dimanche d'après, je n'y suis pas allé non plus. Je n'arrêtais pas d'imaginer la scène, moi entrant dans une maison pleine de bruits familiaux, comme un chien errant qui s'aventure dans le mauvais jardin. Je m'imaginais frapper à la porte, Eleanor ouvrir, puis réaliser qu'elle avait été trop généreuse, qu'elle ne voulait pas vraiment de moi là quand ce n'était plus Thanksgiving et que le monde n'était plus adouci par l'esprit des fêtes. Le traumatisme vous fait inventer des fins avant même que quoi que ce soit ne commence, car la déception semble plus facile quand on peut s'y préparer. Mais Eleanor m'a appelé au milieu de la semaine, non pas pour me mettre la pression, ni pour me faire culpabiliser, mais simplement pour me demander comment j'allais. Elle posait des questions comme le font les gens qui veulent réellement connaître les réponses. Et quand j'ai essayé de détourner la conversation, elle ne m'a pas réprimandé, elle a juste attendu, calme et patiente, comme si elle n'avait pas peur de mon silence. Début décembre, j'ai finalement accepté l'invitation. Pas parce que je me sentais courageuse, mais parce que la constance d'Eleanor finissait par user la partie de moi qui s'attendait à ce que le sol se dérobe sous la gentillesse. Ce dimanche-là, je suis resté sur le porche des Morrison à Brookline pendant 5 bonnes minutes avant de frapper, le cœur battant comme si j'allais passer un entretien d'embauche pour lequel je n'étais pas préparé. La maison était exactement ce que j'avais imaginé après Thanksgiving, une magnifique demeure victorienne avec un porche enveloppant et des lumières chaleureuses à chaque fenêtre. Elle ressemblait au genre d'endroit où de bonnes choses arrivent sans demander de permission. Je pouvais sentir l'odeur du dîner depuis le porche, quelque chose de rôti, quelque chose de beurré, et cela a serré ma gorge parce que cette odeur ressemblait à une promesse. Eleanor a ouvert la porte avant que je ne puisse changer d'avis. « Te voilà », a-t-elle dit, et elle m'a attiré dans une étreinte si naturelle qu'elle m'a presque coupé le souffle. Pas une étreinte polie, pas une étreinte raide, une étreinte de mère, le genre qui dit que vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous êtes là. Nous t'avons gardé une place, a-t-elle ajouté, comme si c'était la chose la plus simple au monde. Et je suis resté là, dans son couloir, mon manteau encore sur le dos et mes mains encore froides, réalisant que je ne savais pas comment me comporter dans un endroit où je n'étais pas en train d'être évalué. La maison des Morrison était bruyante, non pas de tension, mais de vie. La cuisine était en plein mouvement, les casseroles tintaient, la porte du four s'ouvrait et se fermait, quelqu'un rinçait la vaisselle pendant qu'un autre se disputait au sujet de l'assaisonnement. Richard se tenait au comptoir, goûtant la sauce comme s'il s'agissait de son devoir sacré, cuillère à la main, le sourcil froncé avec un sérieux exagéré. Daniel et Sarah se déplaçaient l'un autour de l'autre avec le rythme pratiqué de gens qui avaient cuisiné 1000 repas ensemble, sans jamais en faire un champ de bataille. Emma et Lucas couraient dans le couloir en chaussettes, en riant, et j'ai eu un tressaillement automatique, attendant l'arrêt brutal qui avait toujours suivi la joie dans ma maison d'enfance. Mais au lieu de cela, Sarah a crié « Attention » près de l'escalier, d'une voix qui exprimait de l'inquiétude, et non de l'irritation. Il y avait une différence. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que c'était, et quand je l'ai compris, mes yeux ont brûlé. Eleanor m'a tendu une cuillère et m'a désigné une casserole sur la cuisinière. « Peux-tu remuer ça pour moi ?» a-t-elle demandé, comme si j'avais ma place dans sa cuisine. Cette minuscule demande a failli me bouleverser. Se sentir utile d'une manière simple, normale, sans que ce soit un test, sans que ce soit conditionnel, me semblait si étranger. J'ai remué, regardant la vapeur s'élever, essayant de me concentrer sur cette tâche simple pour ne pas éclater en sanglots au milieu de leur cuisine. Marcus est arrivé derrière moi, a pris mon manteau doucement sans en faire tout un plat, et a dit « je suis content que tu sois venu ». C'était une phrase si simple, mais ma poitrine s'est serrée car personne dans ma famille ne disait jamais qu'il était content que je sois là. Il disait « Ah, tu es là », comme s'il s'agissait d'une observation, ou enfin, comme si c'était une plainte. Marcus disait le content comme si ma présence était quelque chose à célébrer. À table, Eleanor ne m'a pas demandé où je voulais m'asseoir. Elle a pointé une chaise et a dit ici, comme si le siège était le mien. Je me suis assise avec précaution, comme si, en bougeant trop vite, je risquais de briser quelque chose. Emma a glissé une serviette vers moi et m'a demandé si j'aimais le pain de maïs. Lucas a voulu me montrer un tour de cartes qu'il avait appris. Richard m'a demandé si j'avais déjà joué aux échecs. Daniel m'a de nouveau interrogé sur mon travail, et quand j'ai expliqué un récent projet de design,
il a écouté comme si cela comptait, au lieu de hocher poliment la tête en attendant de pouvoir parler de lui-même. J'ai réalisé que je retenais mon souffle, littéralement, attendant le moment où quelqu'un se lasserait de moi. Quand ce moment n'est pas venu, mon corps n'a pas su quoi faire de ce soulagement. Ce premier dimanche, je suis rentré chez moi avec les joues endolories à force d'avoir souri. Pas parce que je m'y étais forcé, mais parce que mon visage n'avait pas pratiqué le sourire depuis longtemps. Je suis resté assise dans ma voiture devant mon immeuble quelques minutes après m'être garé, les mains encore sur le volant, absorbant simplement le fait que j'avais été à l'intérieur d'une maison pleine d'une famille, et que personne ne m'avait fait sentir que je leur volais leur air. Je ne savais pas alors que j'étais au début d'une nouvelle vie. Je savais seulement que, pendant quelques heures, je m'étais senti normal d'une façon que je n'avais jamais connue avec ceux de mon propre sang. Au cours des semaines suivantes, les dîners du dimanche sont devenus un rythme. Au début, j'y allais un dimanche sur 2, puis plus souvent, jusqu'à ce que cela cesse de ressembler à une invitation spéciale pour devenir un endroit sur lequel je pouvais compter. La première fois que je suis arrivé et qu'Eleanor portait un tablier couvert de farine, elle m'a désigné du doigt et a dit « Bien, tu es là. Goûte ça », et elle m'a tendu une cuillère avant même que je n'ai pu dire bonjour. J'ai goûté la soupe et j'ai dit qu'elle était bonne. Richard a protesté bruyamment, affirmant qu'elle faisait toujours la meilleure soupe de toute façon, et ils se sont chamaillés avec l'aisance confortable de gens qui ne craignaient pas l'humeur de l'autre. Je les regardais comme on regarde une langue étrangère parler couramment, essayant de comprendre comment il rendait les choses si faciles. Richard m'a effectivement appris les échecs, et je perdais constamment. Il faisait mine de gémir de façon dramatique quand je faisais un coup qui le surprenait, et la première fois que je l'ai vraiment battu, des mois plus tard, il s'est levé, a tapé ses mains sur la table et a annoncé « Eh bien, ça y est tout le monde, j'ai été détrôné ». Marcus a fait mine de s'incliner devant moi. Emma et Lucas ont applaudi comme si j'avais gagné le Super Bowl. Je suis resté là à rire, stupéfaite, car gagner n'était pas dangereux. Ici, contrairement à ma maison d'enfance où gagner donnait toujours à Victoria l'impression d'être menacée, ce qui m'aurait valu d'être accusé de faire de l'esbrouf avant de devoir m'excuser d'être doué pour quelque chose, à la table des Morrison. La victoire était célébrée comme si elle nous appartenait à tous. Eleanor m'a montré sa recette de pâte à tarte un dimanche où il neigeait si fort que la rue semblait avoir disparu. Elle ne m'a pas tendu une fiche ou une feuille imprimée, elle a sorti du beurre du réfrigérateur et a dit « Regarde ». Elle a parlé de texture, de main froide, et du moment exact où la pâte passe d'un état friable à une forme cohésive. Elle m'a appris à faire confiance à mes instincts, à arrêter de trop travailler la pâte, à arrêter de me punir parce que je n'étais pas parfaite dès la première fois. Ma première croûte est sortie de travers et craquelée sur le bord, et je me suis excusé automatiquement. Eleanor a pris la pâte, l'a regardée, a hoché la tête une fois et a dit « C'est fait maison ». C'est ça, le but. Et puis elle m'a embrassé sur le front comme si j'étais une enfant et a dit « On ne s'excuse pas dans ma cuisine quand on a essayé de faire quelque chose ». Je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré silencieusement dans une serviette, car je ne voulais pas les effrayer. Et puis, je suis ressorti et je l'ai aidé à couper les pommes, comme si mes yeux n'étaient pas gonflés. Quelque part en chemin, les enfants de Daniel et Sarah ont commencé à m'appeler Tata Tori sans que personne ne leur demande. C'est arrivé de la manière dont les vrais noms de famille arrivent, organiquement, sans cérémonie. Un dimanche, Lucas a couru dans la cuisine et a crié « Tata Tori, regarde » en brandissant un dessin qu'il avait fait d'un dinosaure portant une couronne. Je me suis figé, un torchon à la main, et Eleanor m'a jeté un coup d'œil comme pour vérifier si j'allais bien. J'ai dégluti difficilement, j'ai souri à Lucas et j'ai dit « Ce dinosaure est très majestueux ». Lucas a rayonné comme si je lui avais remis une médaille. Ce soir-là, dans ma voiture, j'ai chuchoté et Tata Tori à voix haute, juste pour l'entendre à nouveau, juste pour voir ce que cela produisait dans l'air. C'était comme une porte qui s'ouvrait. Marcus et moi sommes devenus amis d'une manière calme, qui apaise le système nerveux. Nous n'avons pas eu de moment de lien dramatique, c'était plus subtil que cela. C'était lui m'envoyant un SMS avec une photo d'un détail architectural ridicule qu'il avait repéré lors de sa promenade, avec une légende du genre « Dis-moi que ce n'est pas la fenêtre la plus laide que tu aies jamais vue ». C'était lui me réservant une place à côté de lui à table, sans que ce soit évident. C'était lui remarquant quand je devenais silencieuse et me disant « Tu veux faire une promenade ?» Comme s'il comprenait que, parfois, une pièce pleine d'amour peut encore déclencher du chagrin. Nous marchions dans Brookline après le dîner, les mains dans les poches, respirant l'air froid, et il me racontait des histoires sur sa journée, sur des clients architectes qui voulaient des choses impossibles,
sur les blagues de papa incessantes de son père. Sur la façon dont sa mère était un requin au tribunal mais devenait toute douce à la maison. Je lui parlais de clients en design qui pensaient qu'un changement rapide signifiait que mon temps n'avait pas d'importance. Nous nous plaignions, nous rions, et il n'a jamais traité mes sentiments comme s'ils étaient un inconvénient. Ma famille biologique restait silencieuse. Pas de carte de Noël, pas de vœux pour la nouvelle année, pas de message pour mon anniversaire. Au début, je continuais à vérifier mon téléphone par réflexe, pensant que, peut-être, ce serait le moment où ils réaliseraient qu'ils étaient allés trop loin. Puis, j'ai arrêté de vérifier. La chose la plus étrange quand on est aimé correctement, c'est que cela change ce que l'on est prêt à tolérer. Plus les Morrison me montraient que je n'étais pas difficile à aimer, moins je pouvais accepter le mensonge selon lequel je l'étais. Je n'ai même pas remarqué quand le silence de mes parents a cessé de faire mal chaque jour. C'était toujours là, comme une vieille cicatrice, mais elle ne saignait plus. Un après-midi de printemps, environ 8 mois après ce premier Thanksgiving, Eleanor et moi étions assises sur son porche arrière tandis que les tulipes perçaient le sol et que les arbres commençaient à bourgeonner. Richard et Marcus étaient à l'intérieur en train de regarder un match, criant après la télévision. Eleanor a bu une gorgée de thé et m'a demandé gentiment « As-tu eu des nouvelles de tes parents ?» J'ai répondu que non, et que je n'avais pas non plus cherché à les contacter. Elle a demandé si j'en avais envie. J'y ai réfléchi honnêtement. Parfois, au milieu de la nuit, je m'imaginais appeler ma mère et essayer de tout lui expliquer, ce que l'on ressent quand on est effacé, ce que l'on ressent en étant toujours la seconde, ce que l'on ressent en étant traité comme un fardeau pour avoir simplement demandé à être incluse. Mais ensuite, je me souvenais qu'il n'y avait rien à expliquer. Elle savait ce qu'elle avait fait, elle pensait simplement que ce n'était pas mal. Eleanor a hoché la tête, comme si elle comprenait d'une manière qui ne nécessitait pas de mots. Elle a dit que c'était une chose difficile à accepter. Je lui ai confié que je m'attendais toujours à me sentir coupable, car les gens aiment dire que l'on doit pardonner à sa famille quoi qu'il arrive, que le sang est plus épais que l'eau, que la famille, c'est la famille. Eleanor a reniflé doucement en entendant cela et a dit qu'elle n'y avait jamais cru. Elle m'a dit, de cette voix calme qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à lâcher une vérité, qu'au cours de sa carrière, elle avait aidé des gens à trouver une reconnaissance légale pour les familles qu'ils avaient construites, et non pour celles dans lesquelles ils étaient nés. La loi reconnaît ce que le cœur sait déjà, a-t-elle déclaré. À l'époque, je n'avais pas compris ce qu'elle insinuait. Elle n'a pas insisté, elle a juste tapoté ma main et m'a demandé si j'avais déjà fait pousser des tomates, mais l'idée est restée en moi comme une graine. 2 ans après ce premier Thanksgiving, Marcus m'a invité à dîner au Harborview Grill, le restaurant même où tout avait commencé. Quand je me suis glissé dans le box, j'ai ri et j'ai dit que cela me semblait circulaire. Il a souri et a dit que c'était le but. Il était nerveux, je pouvais le voir à la façon dont il ajustait sa serviette, à la manière dont il buvait de petites gorgées d'eau, et au fait que son genou s'agitait sous la table. À la moitié du dîner, il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Tori » a-t-il dit, et sa voix était ferme, mais ses yeux étaient doux. J'essaie de trouver comment dire cela depuis des mois. Je veux passer le reste de ma vie à te choisir, chaque jour. Mon cœur s'est arrêté, pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'une partie de moi associait encore l'amour aux conditions et à la perte. Marcus a dit qu'il savait que ma famille m'avait blessé. Il a dit qu'il savait que j'avais peur que les gens, qui sont censés vous aimer, vous laissent tomber. Il a serré ma main et a ajouté, « Mais je ne vais nulle part. » Puis il a sorti une petite boîte en velours. « Elena, a-t-il dit, veux-tu m'épouser ?» Je ne pouvais plus respirer, mes yeux brûlaient. J'ai vu mon avenir défiler en un instant, pas l'ancien futur que j'avais toujours redouté, où je restais petite et non choisie, mais un nouveau, où quelqu'un me regardait sans broncher. J'ai chuchoté, oui. Le restaurant a éclaté en applaudissements. Et puis, j'ai regardé sur le côté et j'ai vu Richard et Eleanor dans un box au fond, le champagne déjà versé, rayonnant comme s'il l'avait su depuis le début. Marcus a ri et a dit que sa mère n'avait pas pu résister. Eleanor a levé son verre vers moi depuis l'autre bout de la pièce, et j'ai ressenti dans ma poitrine quelque chose que je ne peux décrire que comme un immense soulagement. Je n'allais pas devoir affronter la vie toute seule. La planification du mariage a commencé immédiatement, et c'était joyeux de la manière que je ne m'étais jamais autorisé à imaginer, visite de lieux, dégustation de gâteaux, échantillons de fleurs, liste d'invités. Mais une question me hantait. Les invitations nécessitaient une ligne pour les parents de la mariée. Pendant plusieurs nuits de suite,
j'ai fixé cet espace blanc comme s'il s'agissait d'un jugement. Robert et Linda Thatcher ne m'avaient pas parlé depuis plus de 2 ans. Pas d'appel pour mon anniversaire, pas de prise de nouvelles, pas même un vêtu en vie. Je ne pouvais pas mettre leur nom sur mon invitation de mariage comme s'ils avaient mérité une place dans ma vie. Je ne pouvais pas faire semblant pour les apparences, j'avais passé trop de temps à faire semblant. Un soir, je faisais les 100 pas dans le salon des Morrison, agité et la poitrine serrée, quand Eleanor m'a trouvé. Elle n'a pas demandé ce qui n'allait pas d'une manière qui exigeait une performance. Elle s'est juste assise et a tapoté le coussin à côté d'elle. Je me suis assise et les mots sont sortis en cascade, la ligne de l'invitation, la honte, la peur de ce que les gens diraient, la vieille culpabilité qui murmurait encore que j'étais cruel de ne pas les inclure. Eleanor a écouté, puis a dit doucement, « Tu te souviens quand je t'ai dit que la loi reconnaissait les familles que nous construisons ?» J'ai hoché la tête. Elle a prononcé 2 mots qui m'ont coupé le souffle, adoption d'adultes. Elle m'a expliqué cela avec la certitude calme de quelqu'un qui connaissait à la fois le processus juridique et la vérité émotionnelle sous-jacente. Ce n'était pas symbolique, ce n'était pas un simple geste. Cela créait une relation légale de parent à enfant, nouvel acte de naissance, statut de proche parent, tout. Je l'ai fixée comme si elle venait de m'offrir de l'oxygène. Ma voix a craqué quand j'ai demandé si c'était réel. Elle a souri et a dit que c'était très réel. Alors j'ai regardé cette femme, qui s'était approchée d'une inconnue en pleurs le jour de Thanksgiving et avait décidé de lui faire une place, qui m'avait nourri, écouté, tenu la main et appelé ma chérie sans que cela ressemble à de la pitié. Et j'ai entendu ma propre voix poser la question que j'avais peur de poser depuis des mois. Eleanor, ai-je chuchoté, est-ce que toi et Richard envisageriez de... Elle ne m'a pas laissé finir. Elle m'a serré dans ses bras si vite que j'en ai eu un hoquet. Nous te considérons comme notre fille depuis ce premier Thanksgiving, a-t-elle murmuré dans mes cheveux. Nous attendions juste que tu sois prête. J'ai commencé à pleurer. Pas de jolies larmes contrôlées, mais le genre de pleurs qui viennent d'une vieille faim enfin assouvie. Richard est entré, m'a vu, n'a pas posé de questions. Il s'est simplement assis à côté de nous et a posé une main sur mon dos, comme si j'étais aussi la sienne. Le processus d'adoption a pris des mois, paperasse, formulaire, signature, calendrier judiciaire. Mais cela ne ressemblait pas à de la bureaucratie, on avait l'impression de construire quelque chose de permanent. Eleanor m'a guidé à travers tout cela, pas de manière ostentatoire, mais avec la régularité qu'elle mettait en toute chose. Il y avait des nuits où nous étions assises à sa table de salle à manger, avec des piles de papier et des stylos, et elle m'expliquait ce que chaque document signifiait. Richard apportait du thé et des collations, et agissait comme si c'était la chose la plus normale au monde, comme si les gens devenaient une famille tout le temps parce que, dans leur foyer, c'était le cas. Le jour où nous sommes allés au tribunal, je portais une robe simple et je ne cessais de vérifier mon reflet dans le miroir, craignant de ressembler à une imposture. Marcus m'a serré la main dans la voiture, silencieux et présent. Richard conduisait prudemment, les 2 mains sur le volant, comme si la journée méritait le plus grand respect. Eleanor était assise sur le siège arrière avec moi et me racontait une histoire sur sa première affaire au tribunal, quelque chose de léger, car elle savait que j'avais besoin que mon système nerveux reste calme. Dans le couloir du palais de justice, tout sentait le papier et le produit pour sol. Les lumières étaient trop vives, mon estomac s'est retourné. Je m'attendais toujours à ce que quelqu'un nous arrête et dise que nous n'avions rien à faire là, que ce n'était pas permis, que l'on ne pouvait pas légalement revendiquer l'amour. Mais personne ne l'a fait. Dans la salle d'audience, le juge a posé des questions d'un ton formel. Comprenions-nous ce que signifiait l'adoption d'un adulte? Étions-nous consentants? Le faisions-nous de notre plein gré? Eleanor a répondu clairement. La voix de Richard a craqué quand il a dit oui, puis il s'est raclé la gorge et l'a redit plus fort. Quand ce fut mon tour, ma bouche était sèche. J'ai dit oui. Je l'ai dit comme une promesse. Le juge a regardé les papiers, puis m'a regardé et a dit quelque chose de simple sur le fait que la famille est à la fois une responsabilité et un privilège. Ensuite, le juge a signé l'ordonnance. Je ne m'attendais pas à ce qu'une signature me fasse un quelconque effet, mais ce fut le cas. Quelque chose en moi s'est apaisé, comme une porte qui se fermait derrière moi, non pas pour m'enfermer, mais pour me protéger. Je ne flottais plus à la périphérie d'une famille, j'avais des parents légaux, j'avais un nouveau nom de famille si je le voulais, j'avais une place dans le monde qui ne pouvait plus être contestée par quelqu'un me traitant de dramatique. À la sortie du tribunal,
Eleanor m'a serré dans ses bras et a murmuré « ma fille ». Richard m'a serré aussi, maladroitement au début puis très fort, et a dit « fier de toi, gamine ». Je suis restée assise dans la voiture après cela, tenant l'ordonnance du tribunal sur mes genoux, et j'ai fixé mon propre nom sur le document comme s'il s'agissait de la preuve que j'avais le droit d'être choisi. Nous avons envoyé les invitations de mariage avec la ligne imprimée clairement, parents de la mariée, Richard et Eleanor Morrison. L'espace blanc qui m'avait hanté était rempli, et cela semblait juste d'une manière qui me permettait de respirer plus facilement. J'aurais dû savoir que ma famille biologique finirait par l'apprendre. Les familles comme la mienne ne restent pas à l'écart par respect, elles restent à l'écart quand c'est pratique, et reviennent quand elles veulent quelque chose. 3 mois avant le mariage, mon téléphone a vibré avec un SMS de Victoria. C'était le premier message d'elle en près de 3 ans. Voir son nom sur mon écran m'a donné l'impression de marcher sur une marche d'escalier branlante. Le message était court et suffisant, comme si elle était toujours aux commandes. Elle avait appris que j'allais me marier. Pas de félicitations, pas d'excuses, juste l'implication que j'avais fait quelque chose qu'elle avait le droit de savoir. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai bloqué. Mes mains tremblaient, mais ma décision, elle, ne vacillait pas. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelé 5 fois dans la même journée. J'ai laissé chaque appel aller vers la messagerie vocale. Elle m'a envoyé un SMS demandant furieusement pourquoi elle n'avait pas été prévenue, comme si le silence était quelque chose qu'elle subissait, et non quelque chose qu'elle avait elle-même choisi. J'ai supprimé les SMS. Je n'étais pas en colère, la colère s'était consumée des années plus tôt. Ce que je ressentais était une sorte d'épuisement, comme si mon corps refusait désormais de porter leur confusion. Marcus m'a trouvé assise sur le canapé, fixant mon téléphone, la mâchoire serrée. Il n'a pas exigé de voir les messages, il n'a pas commencé à élaborer des stratégies sans ma permission. Il s'est simplement assis à côté de moi et a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai répondu « Rien. Je ne leur dois rien. » Il a hoché la tête. « D'accord, a-t-il dit, alors on ne fait rien. » Mais nous savions tous les deux que ne rien faire ne les empêcherait pas d'essayer, cela signifiait simplement que je ne me portais pas volontaire pour le combat. Ma mère s'est présentée à mon appartement un mardi après-midi, alors que je travaillais à domicile. J'ai ouvert la porte sans vérifier, car une partie de moi ne s'attendait toujours pas à ce que ma propre mère soit celle qui surgisse comme une intruse. Elle se tenait là, dans mon couloir, plus vieille que dans mon souvenir, plus grise, plus fatiguée, mais avec la même expression déçue que j'avais passé mon enfance à essayer d'effacer. « Tori » a-t-elle dit, comme si mon nom était un reproche. Avant que je ne puisse répondre, elle m'a bousculé pour entrer dans mon appartement sans y être invitée, regardant autour d'elle comme si elle inspectait quelque chose qui lui appartenait. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle exigé. « Te marier sans le dire à ta propre mère ?» Je suis resté près de la porte, le cœur battant, et j'ai dit « Nous ne nous sommes pas parlé depuis 3 ans. » Elle a rétorqué sèchement, et à qui la faute? J'ai fermé la porte lentement et j'ai compté jusqu'à 5, car je savais que si je laissais ma voix monter, elle dirait que je faisais des histoires. La tienne, ai-je dit. C'était ta faute. Tu m'as dit de ne pas venir à la maison. Et après cela, tu n'as jamais appelé. Pas une seule fois. Elle a agité la main comme si elle chassait de la poussière. C'était un seul Thanksgiving, a-t-elle dit. Tu ne peux pas encore être fâché pour ça. Je ne suis pas fâché, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. J'ai tourné la page. Ses yeux se sont posés sur les photos encadrées sur mon étagère, moi et Marcus à la plage, moi et Eleanor dans la cuisine faisant une tarte, la famille Morrison à Noël avec moi au centre. Son visage s'est tordu. Qui sont ces gens, a-t-elle exigé. Ma famille, ai-je répondu. Elle s'est approchée, la mâchoire serrée. C'est moi, ta famille. J'ai soutenu son regard calmement. Tu l'étais, ai-je dit. Tu as choisi de ne plus l'être. Sa bouche s'est ouverte comme si elle n'arrivait pas à croire que j'ai osé le dire à voix haute. Puis elle a dit la chose pour laquelle elle était venue, je veux une invitation pour le mariage. Non, ai-je répondu. Un seul mot, propre, simple. Ses yeux se sont agrandis. Pardon? Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Mon cœur battait toujours la chamade, mais mes mains étaient stables. Tu n'as pas le droit de m'effacer, pour ensuite exiger une place à ma table, ai-je dit.
Elle m'a fixé comme si elle voyait une étrangère. Peut-être que c'était le cas. Puis elle est partie, raide d'humiliation. Et quand la porte s'est refermée, je me suis appuyé contre elle et j'ai respiré jusqu'à ce que mon corps cesse de trembler. Pas parce que je le regrettais, mais parce que mon système nerveux se souvenait encore de ce que l'on ressentait en lui tenant tête. Le jour du mariage s'est levé, doré et parfait. Juin dans la Napa Valley, la lumière du soleil se déversait sur les collines vallonnées et les rangées infinies de vignes, comme si le monde nous bénissait. Nous avions choisi une cérémonie en plein air et une réception dans une grange en pierre décorée de roses blanches et de verdure. Dans la suite nuptiale, Eleanor a ajusté mon voile dans le miroir avec des mains si douces que cela m'a serré la gorge. « Tu es magnifique », a-t-elle dit doucement. J'ai regardé mon reflet et j'ai vu quelqu'un de plus calme que la fille qui avait pleuré seule au Harborview Grill. Cette fille-là ne croyait pas mériter l'amour, cette femme-là savait mieux. Sur la coiffeuse était posé le programme du mariage, je l'ai ramassé et j'ai lu la ligne qui me semblait encore miraculeuse, parents de la mariée, Richard et Eleanor Morrison. En dessous, écrit plus petit, la phrase que nous avions choisie avec soin, la famille qui l'a choisie. Eleanor a remarqué que je regardais. « Es-tu nerveuse » a-t-elle demandé. « À l'idée d'épouser Marcus ?» J'ai secoué la tête. Non. J'ai reposé le programme. À l'idée de ce qui pourrait arriver, ai-je admis. Après que ma mère se soit présentée à mon appartement, j'avais discrètement engagé un service de sécurité. Pas parce que je voulais des histoires, mais parce que je voulais la paix. Eleanor a posé ses mains sur mes épaules et a dit, « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu as une famille qui t'a choisi. Nous te choisirons toujours. » Je l'ai serré dans mes bras et les mots sont sortis avant que je ne puisse trop y réfléchir, « Je t'aime, maman. » C'était la première fois que je l'appelais ainsi. Le mot semblait naturel, comme s'il attendait dans ma gorge depuis des années. Les yeux d'Eleanor ont brillé. « Je t'aime aussi », a-t-elle murmuré. « Ma fille. » Par la fenêtre, je pouvais voir les invités arriver. Marcus était déjà à l'hôtel, l'air nerveux et beau, ajustant sa veste comme s'il essayait d'empêcher ses mains de trembler. La musique a commencé. C'était le moment. La cérémonie fut tout ce dont j'avais rêvé. Richard m'a conduite jusqu'à l'hôtel, d'un pas ferme et fier. Je serrais son bras et je me sentais en sécurité. Les yeux de Marcus se sont remplis de larmes quand il m'a vu, et j'ai senti ma poitrine se libérer, comme si un vœu ne s'était enfin dénoué. Nous avons prononcé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes, des mots qui ont fait pleurer les invités et qui m'ont fait rire au milieu de ma propre promesse, tant j'étais submergé par la joie. Quand Marcus a glissé l'anneau à mon doigt, et que nous avons été déclarés mari et femme, quelque chose s'est mis en place, comme la dernière pièce d'un puzzle de toute une vie. La réception a commencé dans un tourbillon de lumière, de musique, d'étreintes et de tintements de verre. J'ai dansé avec Marcus sous des guirlandes lumineuses chaleureuses. J'ai ri avec Sarah et Daniel. J'ai embrassé le front d'Emma quand elle m'a dit que je ressemblais à une princesse. J'ai regardé Richard essayer de cacher ses larmes, en vain. J'ai regardé Eleanor me tenir les mains et les serrer, comme pour me rappeler que je n'étais pas seul. Pendant un moment, je me suis permis d'oublier ce sentiment d'appréhension que je transportais. Puis, un agent de sécurité s'est approché discrètement et a dit, « Madame Morrison, il y a 2 personnes à l'entrée. Ils prétendent être vos parents. » Mon estomac ne s'est pas noué comme autrefois, il s'est durci. « Oui, ils le sont, » ai-je dit, mais mon esprit est resté clair. Marcus s'est approché, son expression se durcissant. « Je m'en occupe, » a-t-il dit. J'ai secoué la tête. « Non, » ai-je dit. « C'est mon moment. C'est moi qui vais gérer. » J'aurais pu les faire expulser. J'aurais pu l'éviter, mais quelque chose en moi voulait qu'ils voient. Qu'ils voient ce qu'ils avaient perdu. Qu'ils voient la famille qui s'était levée quand eux s'étaient écartés. Qu'ils soient témoins de la vie que j'avais construite sans eux. J'ai dit aux gardes de les laisser entrer, mais de ne pas les asseoir avec la famille. Mettez-les au fond. Quelques minutes plus tard, je les ai vus se tenir avec incertitude au bord de la réception. Linda et Robert Thatcher. Ma mère semblait rigide, scannant la pièce comme si elle cherchait sa place légitime. Mon père semblait plus petit que dans mon souvenir, les épaules affaissées, les mains fourrées dans ses poches comme s'il voulait disparaître. Il ne m'avait pas parlé depuis des années, et pourtant, il se tenait là, à mon mariage, comme si le simple fait de se présenter suffisait à tout effacer.
Le maître de cérémonie s'est approché du micro. La musique s'est adoucie. Il a demandé l'attention de tous. J'ai observé mes parents depuis l'autre bout de la salle. Linda s'est redressée, se préparant, prête à accepter une reconnaissance qu'elle croyait être la sienne par défaut. Le maître de cérémonie a dit, avant de poursuivre la célébration, j'aimerais présenter des personnes très spéciales. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir les parents de la mariée. Le menton de Linda s'est levé. Puis, le maître de cérémonie a annoncé clairement et joyeusement, Richard et Eleanor Morrison. La salle a éclaté en applaudissements. Richard et Eleanor se sont levés de la table d'honneur, rayonnant, saluant, recevant les ovations qu'ils méritaient. Les gens sifflaient, les verres tintaient. Le photographe prenait des clichés. À l'autre bout de la pièce, le visage de ma mère est devenu livide. J'ai vu la confusion frapper en premier, puis l'incrédulité. Puis le moment où la compréhension est tombée sur elle comme de l'eau glacée. Richard et Eleanor n'étaient pas comme mes parents, ils étaient mes parents, dans tout ce qui comptait vraiment. Ma mère a saisi le bras de mon père et a chuchoté quelque chose que je ne pouvais pas entendre, ses lèvres bougeant vite, de façon frénétique. Les yeux de mon père se sont agrandis. Il semblait stupéfait, comme s'il avait été projeté face à la vérité et ne pouvait plus s'en détourner. Linda a traversé la foule avant que je ne puisse l'arrêter. Elle m'a rejointe alors que les applaudissements mouraient, le visage rouge, les yeux égarés par l'humiliation. Mon père la suivait, donnant l'impression de vouloir s'enfoncer dans le sol. « Qu'est-ce qui se passe ?» a sifflé ma mère. « Qui sont ces gens ?» J'ai gardé une voix calme. Le calme était le pouvoir. « Mes parents légaux », ai-je dit. « J'ai été adopté. » Elle a scié. « Tu as quoi ?» Elle a reculé d'un demi-pas. « Tu ne peux pas simplement nous remplacer. » « Je ne vous ai pas remplacé, » ai-je dit uniformément. « C'est vous qui m'avez abandonné en premier. » Sa bouche s'est ouverte. « Nous ne t'avons jamais abandonné, » a-t-elle répliqué, et le mensonge était si pratiqué qu'il sonnait presque comme une vérité. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Tu m'as dit de ne pas venir à la maison. Tu as choisi Victoria à chaque fois pendant 27 ans. Et après ce Thanksgiving, tu es restée silencieuse pendant 3 ans de plus. » Les invités à proximité avaient remarqué la confrontation. Les conversations s'éteignaient. Les têtes se tournaient. Ma mère a essayé d'argumenter sur la justice, sur la famille, sur la loyauté. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Juste, ai-je dit doucement. J'ai passé ma vie entière à essayer de me faire une place dans votre famille. Tu sais ce que j'ai obtenu? Un dîner de Thanksgiving seul. Une photo Instagram sans chaise vide. 3 ans où tu as fait comme si je n'existais pas. Les yeux de ma mère erraient, soudain consciente du public, ses joues brûlant d'un rouge vif. Je suis toujours ta mère, a-t-elle dit, sa voix craquant plus de colère que de chagrin. Pas légalement, ai-je dit, et j'ai levé ma main gauche, mon alliance captant les lumières chaudes de la réception. Pas émotionnellement. Plus maintenant. La salle est devenue très silencieuse, de ce genre de silence qui ressemble à une vérité qui s'installe. Les lèvres de ma mère tremblaient. C'est humiliant, a-t-elle sifflé. Je l'ai regardé et j'ai dit, alors, partez. Ma voix n'était pas cruelle, elle était finale. Et puis, pour la première fois de toute ma vie, mon père a parlé quand cela comptait. Tori, a-t-il dit, et mon estomac s'est serré au son de mon nom dans sa bouche. Sa voix était éraillée, brisée. Je suis désolé. Je me suis tourné vers lui. Pour de vrai, je l'ai regardé. Robert Thatcher avait vieilli plus que ne le justifiaient 5 années. Ses cheveux étaient plus gris, ses épaules plus tombantes, ses yeux étaient mouillés de larmes. Je n'avais jamais vu mon père pleurer, pas une seule fois. Je suis désolé, a-t-il répété. J'aurais dû faire mieux. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine, non pas pour guérir, mais par reconnaissance, une vieille blessure nommée trop tard. J'ai senti Marcus se rapprocher de moi, une présence stable. J'ai dit doucement mais fermement, je sais que tu es désolé, papa, mais le regret n'efface pas les années où tu es resté là à regarder. Le regret ne me rend pas mon enfance. Le regret ne rend pas cela acceptable. Mon père a hoché la tête et a essuyé son visage. Je sais, a-t-il chuchoté. J'ai été un lâche.
Je l'ai toujours été. Je savais comment ta mère te traitait, comment Victoria te traitait, et j'ai laissé faire. Ma mère a attrapé son bras, furieuse. Robert, qu'est-ce que tu fais? Il s'est dégagé, les yeux toujours fixés sur moi, et a murmuré, tu étais ma petite fille. Sa voix s'est brisée sur ces mots, et je t'ai laissé croire que tu n'avais pas d'importance. Eleanor est apparue à mon épaule et a posé une main sur mon bras. Elle n'a pas parlé, elle n'en avait pas besoin. Son toucher était un rappel, je n'étais pas seul. Ma mère a regardé Eleanor avec une hostilité nue. Vous, a-t-elle craché, celle qui a volé ma fille? L'expression d'Eleanor n'a pas changé, calme, contrôlée. Je n'ai rien volé, Madame Thatcher, a-t-elle dit. La mâchoire de ma mère travaillait, comme si elle voulait cracher plus de venin mais ne trouvait pas les mots. Richard s'est alors avancé, se positionnant aux côtés d'Eleanor comme un bouclier. Richard n'était pas un homme de confrontation, pas par nature. Durant les années où je l'avais connu, je ne l'avais jamais entendu élever la voix. Mais quand il a parlé à ce moment-là, il y avait un acier dans sa voix qui a fait taire tout l'espace autour de nous. Je pense qu'il est temps pour vous de partir, a-t-il dit. Ma mère a répliqué, qui êtes-vous pour nous dire ça? Je suis sa mère. La voix de Richard a porté, calme et certaine, je suis son père, a-t-il dit. Légalement, et dans tout ce qui compte. Le visage de ma mère s'est tordu. Vous avez volé notre fille. Richard a secoué la tête. Non, madame, a-t-il dit. Nous n'avons rien volé. C'est vous qui l'avez donné. Nous avons juste ramassé ce que vous avez jeté. Ma mère a tressailli comme si elle avait reçu une gifle. Richard a continué, la voix stable, chaque mot placé avec soin, il y a 5 ans, cette jeune femme était assise seule dans un restaurant à Thanksgiving, parce que sa propre famille lui avait dit qu'elle n'était pas la bienvenue. Ma femme l'a invitée à notre table. Nous l'avons nourrie. Nous lui avons parlé. Nous l'avons traité comme un être humain. Il s'est approché, baissant la voix, mais elle a tout de même résonné dans le calme ambiant. Savez-vous ce qu'elle nous a dit ce soir-là? Elle a dit qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle s'était sentie importante. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Richard s'est légèrement tourné, comme s'il s'adressait non seulement à eux, mais à l'univers entier. C'est le jour du mariage de ma fille, a-t-il dit. Le jour le plus heureux de sa vie. Et je ne laisserai personne le gâcher. Il a fait un signe de tête aux agents de sécurité à proximité. Alors qu'il s'approchait, j'ai levé la main. Attendez, ai-je dit. Tout s'est figé. Pendant une seconde, les yeux de ma mère ont brillé d'espoir, comme si elle pensait que j'allais changer d'avis. Je me suis avancé vers mes parents biologiques et je me suis arrêté à une longueur de bras. Maman, ai-je dit. Papa. Les mots me semblaient encore étranges en bouche. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ma mère a levé le menton. Quoi? J'ai pris une inspiration et j'ai dit, je ne vous hais pas. Son expression a changé, confusion, puis suspicion, comme si elle ne comprenait pas les mots qui n'étaient pas une attaque. Je ne vous hais pas, ai-je répété. J'ai fait la paix avec ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des méchants. Vous êtes juste des gens qui n'ont pas pu m'aimer comme j'en avais besoin. Des gens qui ont choisi le confort plutôt que la justice. Des gens qui ont laissé une fille devenir invisible pour que l'autre puisse briller. Mon père pleurait silencieusement. Le visage de ma mère était devenu un masque. Mais j'ai aussi fait la paix avec qui je suis, ai-je continué. Et qui je suis, c'est quelqu'un qui mérite d'être choisi. Pas comme une solution de secours, pas comme une réflexion après coup. Choisi en premier. J'ai fait un geste vers les Morrison derrière moi, cette famille debout comme un mur d'amour. Vous ne m'avez pas choisi, ai-je dit. Eux, ils l'ont fait. Et je l'ai choisi. Ma mère a ouvert la bouche pour parler, je ne l'ai pas laissé faire. Je ne vous efface pas de mon histoire, ai-je dit. Je ne vous donne simplement plus de place à ma table, et ce n'est pas une vengeance, c'est la conséquence naturelle de vos choix. J'ai fait un signe de tête à la sécurité. Adieu, maman. Adieu, papa. Ils ont été escortés vers la sortie. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas pour le spectacle, ils étaient pour la limite que je venais de poser. C'était pour la vérité. C'était pour une fille qui cessait enfin de s'effacer. Après leur départ,
mon corps a tremblé pendant quelques minutes, comme s'il relâchait enfin l'adrénaline accumulée pendant des années. Marcus m'a tenu les mains, m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. Parce que j'allais bien. Pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce que c'était fini. Eleanor m'a serré si fort que je pouvais sentir son rythme cardiaque. Richard m'a embrassé le sommet de la tête comme s'il l'avait déjà fait 100 fois. Puis la musique a repris, et la nuit est redevenue joyeuse. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons coupé le gâteau sous les acclamations. Marcus m'a fait tournoyer jusqu'à ce que j'en ai le vertige. Et pendant des heures, je me suis permis d'être heureuse sans scruter les alentours à la recherche d'un danger. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de messages venant de cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, de tantes et d'oncles dont j'associais encore les noms à des photos de vacances obligatoires. Ils disaient que j'étais cruel. Ils disaient que la famille, c'est la famille. Ils disaient que j'avais brisé le cœur de mon père. Les mêmes personnes qui n'avaient jamais été là pour moi avaient soudainement beaucoup à dire sur mes limites. J'ai supprimé les messages sans répondre. Le silence que je leur offrais n'était pas une punition, c'était une protection. Puis un message est arrivé de quelqu'un d'inattendu, ma tante Patricia, la sœur cadette de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Elle disait qu'elle avait appris ce qui s'était passé et qu'elle voulait que je sache qu'elle était fière de moi. Elle disait qu'elle avait toujours su que Linda et Victoria me traitaient mal. Elle disait qu'elle avait essayé de s'exprimer une fois, et que ma mère avait cessé de lui parler pendant 1 an. « Tu méritais mieux », a-t-elle écrit. « Tu l'as toujours mérité. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Puis, j'ai tapé un simple merci, car tout autre mot aurait ouvert une vanne dans laquelle je ne voulais pas me noyer pendant ma lune de miel. Ma mère a posté un long statut dramatique en ligne sur les enfants ingrats, la loyauté et les familles modernes. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, j'ai bloqué chaque numéro de téléphone et chaque compte de réseau social lié au côté Thatcher de ma famille. Pas par colère, par paix. Marcus m'a trouvé sur le balcon de notre suite nuptiale, regardant le vignoble briller d'or au coucher du soleil. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Je me suis appuyé contre lui et j'ai dit « Oui, je vais vraiment bien. » Pour la première fois de ma vie, je ne portais plus le poids de gens qui ne voulaient pas me porter. J'étais enfin libre. 2 semaines après le mariage, une lettre manuscrite est arrivée à notre nouvelle adresse. L'adresse de retour indiquait Victoria Thatcher Collins. L'écriture de ma sœur était exactement telle que je m'en souvenais, parfaite, bouclée, comme si elle s'était entraînée à être charmante. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a poussé à m'asseoir à la table de la cuisine pour la lire. La lettre était pleine du même langage que ma famille avait toujours utilisé pour me rabaisser, maman était dévastée, papa n'était plus le même. Il essayait de maintenir la paix. J'étais difficile. Je posais trop de questions. Je déterrais de vieilles blessures. C'était épuisant. Elle écrivait que peut-être, quand j'aurais des enfants, je comprendrais pourquoi maman avait fait ses choix. Elle a écrit, « Il t'aimait toujours, même si tu as décidé qu'il n'était pas assez bien pour toi. » Je l'ai lu 2 fois, je l'ai pliée soigneusement, et je l'ai mise dans un tiroir. Non pas pour la garder comme un trésor, mais pour la contenir, comme on contient quelque chose qui pourrait vous empoisonner si vous le teniez trop longtemps. Marcus est rentré et m'a trouvé à la table de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. « Une lettre de Victoria », ai-je répondu. Il a demandé ce qu'elle disait. Je le lui ai dit. Rien de nouveau. Il a observé mon visage et a demandé si cela me dérangeait qu'elle ne comprenne pas. J'y ai réfléchi honnêtement. Non, ai-je dit finalement. Ce n'est pas mon rôle de la faire comprendre. Ça ne l'a jamais été. Le dire à voix haute m'a fait l'effet de desserrer un poing que je ne savais pas tenir fermé. 1 an après le mariage, la vie s'était installée dans quelque chose de magnifique. Marcus et moi avions acheté une maison à l'extérieur de Boston, une petite maison de style Cape Cod avec un jardin assez grand pour y imaginer un avenir. C'était assez proche de Brookline pour les dîners du dimanche, et assez loin pour que l'on s'y sente dans notre propre espace. J'avais arrêté le freelancing pour devenir directrice artistique dans une agence de design. Le premier jour où je suis entré dans mon propre bureau, je me suis assise à mon bureau et je me suis senti fier, d'une manière qui n'exigeait l'approbation de personne d'autre. Marcus s'épanouissait dans son cabinet d'architecture.
Nous construisions une vie ensemble, littéralement et figurativement, avec des week-ends qui n'impliquaient pas de marcher sur des œufs et des vacances qui ne m'obligeaient pas à me faire petite. Et puis, je suis tombée enceinte. Le jour où le test a été positif, je me suis assise sur le sol de la salle de bain et j'ai ri et pleuré en même temps. Marcus a frappé à la porte pour demander si j'allais bien, et je suis sorti en tenant le test comme s'il s'agissait de la chose la plus fragile au monde. Son visage a changé instantanément, choc, joie, incrédulité. Et puis, il m'a attiré dans ses bras si fort que j'ai poussé un petit cri. Quand nous l'avons dit à Eleanor et Richard, Eleanor a pleuré immédiatement, les mains sur la bouche comme si elle ne pouvait contenir son émotion. Richard a essayé de rester composé, clignant des yeux rapidement, puis a reniflé et a dit quelque chose à propos de ses allergies, et tout le monde a ri parce que personne ne le croyait. Les enfants de Daniel ont commencé à se disputer pour savoir qui serait le cousin préféré du bébé avant même que nous n'ayons terminé le dessert. Un dimanche après-midi, Eleanor et moi avons préparé la chambre du bébé. Nous avons peint les murs d'un vert sauge doux, et la pièce sentait la peinture fraîche et les possibilités. Richard a construit un fauteuil à bascule à la main, ponçant le bois jusqu'à ce qu'il soit lisse, fredonnant doucement comme s'il intégrait de l'amour dans le grain. Marcus a assemblé le berceau avec le sérieux de quelqu'un qui assemble un vaisseau spatial. Eleanor a tenu 2 mobiles différents et a demandé lequel je préférais. Je lui ai dit que j'avais réfléchi à des noms. Si c'était une fille, je voulais qu'elle s'appelle Emily. Emily Grace Morrison. Les yeux d'Eleanor se sont remplis de larmes. C'est magnifique, a-t-elle chuchoté. J'ai souri et lui ai dit que le nom Morrison n'était pas négociable. Je veux qu'elle porte le nom de la famille qui a choisi sa mère, ai-je dit. Eleanor a posé les mobiles et m'a serré dans ses bras. Tu sais, a-t-elle dit, quand je t'ai vu assise seule dans ce restaurant, je n'avais aucune idée que nous finirions ici. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin de gentillesse. Je lui ai dit honnêtement qu'elle m'avait sauvé la vie ce soir-là. Elle s'est reculée, m'a tenu par les épaules et m'a regardé droit dans les yeux. Non, ma chérie, a-t-elle dit. Tu t'es sauvée toi-même. Nous t'avons juste montré que c'était possible. Cette phrase est restée avec moi tout au long de ma grossesse, à chaque moment de peur et de joie, à travers chaque vague d'hormones et chaque inquiétude nocturne, tu t'es sauvée toi-même. Cela m'a fait me sentir puissante d'une manière que je n'avais jamais eu le droit de ressentir enfant. Quand Emily est née, minuscule et parfaite, je l'ai tenue contre ma poitrine et j'ai murmuré des promesses que je ne savais pas avoir besoin de faire avant de l'avoir dans mes bras. J'ai murmuré qu'elle n'aurait jamais à gagner mon amour. Qu'elle n'aurait jamais à se faire petite pour être en sécurité. Qu'elle n'aurait jamais à se demander si elle avait de l'importance. Marcus s'est assis à côté de moi et a pleuré silencieusement, essuyant ses joues du revers de la main. Eleanor restait à proximité, comme si elle ne voulait pas m'envahir, mais ne supportait pas non plus d'être loin. Et Richard se tenait derrière elle, les mains jointes, les yeux brillants, regardant Emily comme s'il s'agissait d'un miracle qu'il avait attendu toute sa vie. 5 ans jour pour jour après m'être assise seule au Harborview Grill, je me suis assise au bout d'une table très différente. La maison des Morrison était un chaos, le meilleur qui soit. Emily, âgée de 6 mois maintenant, passait de bras en bras comme un petit trésor bavant. Les enfants de Daniel jouaient à un jeu de cartes compliqué dans un coin, se disputant sur des règles qu'ils inventaient au fur et à mesure. Sarah et Marcus débattaient de la façon correcte de découper la dinde. Richard essayait de voler une part de tarte supplémentaire quand il pensait qu'Eleanor ne regardait pas. Elle regardait, et elle a chassé sa main avec un torchon en riant. Toute la pièce sentait la dinde rôtie, le beurre, la cannelle et le pain chaud, et on aurait dit que la sécurité était devenue visible. Eleanor a frappé dans ses mains et a dit « Nous avons besoin d'un toast avant de manger ». Puis elle m'a regardé. « Tori, a-t-elle dit, voudrais-tu nous faire l'honneur ?» Je me suis levé, Emily dans les bras, et j'ai regardé autour de la table, cette famille que j'avais trouvée, cette famille qui m'avait trouvé. J'ai senti la main de Marcus presser mon genou sous la table. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, il y a 5 ans, ce soir, j'étais assise seule dans un restaurant, me demandant si j'appartiendrais un jour à un endroit. Je pensais que j'étais indigne d'être aimé. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, que j'étais trop difficile, trop dramatique. Les yeux de Richard se sont mouillés. Eleanor pleurait déjà. Et puis, une inconnue nommée Eleanor Morrison s'est approchée de ma table et a dit, « Personne ne devrait manger seul à Thanksgiving », ai-je continué. Et tout a changé.
J'ai levé mon verre et j'ai dit, à la famille. Pas celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que l'on construit, celle que l'on choisit, et celle qui nous choisit en retour. Tout le monde a fait écho. Les verres ont trinqué. Émilie a gazouillé comme si elle approuvait. Richard a finalement obtenu sa part de tarte supplémentaire et a essayé de prétendre qu'il n'en avait pas eu envie toute la soirée. Je me suis rassise et j'ai regardé ces gens, mes gens, et j'ai ressenti quelque chose que j'avais passé toute mon enfance à poursuivre, j'appartenais à cet endroit, complètement, inconditionnellement. Pour la première fois de ma vie, j'étais à la maison. Après le dîner, Marcus et moi nous sommes assis sur le porche arrière, avec Émilie endormie entre nous dans son couffin. L'air de novembre était froid, mais nous étions emmitouflés dans des couvertures, regardant les étoiles apparaître une à une. Marcus m'a demandé doucement si je pensais parfois à mes parents biologiques. J'ai examiné la question honnêtement. Parfois, ai-je admis, surtout au milieu de la nuit. Je me demande comment ils vont, s'ils ont changé, s'ils ont un jour compris ce qu'ils ont perdu. Marcus a demandé si je pensais que c'était le cas. J'ai secoué la tête. Les gens comprennent rarement, ai-je dit. Pas de la manière qui compte. Il m'a demandé si cela me rendait triste. J'ai regardé le petit poing d'Émilie enroulé près de sa joue, sa poitrine montant et descendant paisiblement, et j'ai réalisé que ma réponse avait changé. C'était le cas, avant, ai-je dit. Mais plus maintenant. J'ai passé tant d'années à être triste pour une famille qui ne voulait pas de moi. Je n'ai plus de place pour cela désormais. Ma vie est trop pleine. Ce qui a changé, ce n'est pas eux, c'est moi. J'ai arrêté d'attendre qu'ils m'aiment comme j'en avais besoin. J'ai arrêté de me rétrécir pour entrer dans leur version de ce que je devrais être. J'ai commencé à construire quelque chose de nouveau, avec des gens qui se sont présentés encore et encore, même quand je ne savais pas comment l'accepter. Poser des limites n'est pas une vengeance, c'est de la survie. C'est se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fera. La famille n'est pas une question de sang, si le sang exige que vous saigniez en silence. La famille, ce sont les gens qui sont présents. Les gens qui vous voient pleurer seul à la table d'un restaurant et vous invitent à les rejoindre. Les gens qui vous ouvrent leur dîner du dimanche, leur cœur et leur vie, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'avez jamais été hétéro. Vous étiez juste au mauvais endroit, à supplier les mauvaises personnes pour le mauvais genre d'amour.